Voilà, merci à nouveau. Donc, j'ai un trouble de la personnalité, maintenant je vais m'appeler Julie. Et donc, en fait, voilà, Julie s'excuse de ne pas pouvoir être présente, mais voilà, elle est enceinte et elle ne pouvait pas être présentée aujourd'hui à son grand désespoir. Alors donc, je vais vous parler un petit peu de sa présentation qu'elle a préparée. Donc, je vais essayer de m'inscrire un petit peu dans cette diapo. Et donc, la première chose, c'est que, attention, car la dia ici va piquer. Voilà, étant donné qu'on va parler des blessures et que je sais que notamment nos amis français vont pas aimer cette photo-ci, mais nous avons également nos problèmes avec notamment Romelu Lukaku, mais grâce à une bonne prise en charge, il sera présent au prochain match. Nous. Alors, qu'en est-il? Il y a plusieurs types de blessures, on ne va pas rentrer dans toutes les blessures, déjà Julien en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on va simplement aujourd'hui se focaliser sur éventuellement les crampes. Alors vous allez me dire, ce n'est pas une blessure, mais c'est quelque chose de fréquent dans le monde du sport. Les blessures et accidents et un petit peu le ligament croisé antérieur. Et qu'en est-il? Ces causes de blessures, elles peuvent être d'origine diverse. D'une part, on constate la plupart du temps, c'est trop de charge d'entraînement ou une charge d'entraînement qui est inadaptée, avec bien sûr souvent ce qu'on appelle le syndrome de surentraînement. On sait également que les mauvaises techniques, le mauvais matériel, par exemple, actuellement, notamment, on sait que dans certaines disciplines telles que l'athlétisme, à force d'avoir des chaussures en carbone, semelles carbone, eh ben, ça pose beaucoup plus de problématiques. Donc c'est une chose. Un manque de sommeil. Il est clair, il a bien été démontré actuellement que les sportifs qui dorment 9 heures ont moins de possibilités ou moins de risques d'être blessés. Par contre, les sportifs qui dorment 7 heures ou moins ont une capacité ou plutôt un risque d'être beaucoup plus souvent blessés que les autres. Et puis, l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est un des paramètres. Et donc, si vous avez suivi tout ce que Véronique vient d'expliquer, effectivement, vous aurez une bonne alimentation, vous aurez plus de chances d'être éventuellement optimal sur le terrain, avoir moins de risques de blessures, mais ça ne va pas vous protéger entièrement. Alors, revenons un instant sur les crampes. Jusqu'il n'y a pas tellement longtemps, on pensait que les crampes, c'était très simple, c'était simplement un manque d'hydratation, un manque de sel et bien souvent un manque de magnésium. En fait, pendant tout un temps, on a cru cela. Et puis, certains auteurs se sont intéressés plus aux crampes, notamment qui apparaissent dans le monde du sport. Et c'est beaucoup plus complexe. C'est que, notamment ici, il y a cette belle étude de la revue de la littérature qui est produite ici en 2022 par Miller et qui a bien démontré que finalement, les crampes, c'est une multitude de choses. Donc, il n'y a plus simplement la problématique de l'hydratation. Vous avez notamment toute une série d'éléments. Oui, voilà, merci. Vous avez vraiment les conditions climatiques. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est l'exercice. On va voir également le manque de sommeil, comme je vous l'ai dit également. Mais nous, au niveau diététique, ce qui ressort notamment, c'est une diète pauvre en glucides. Et donc, généralement, les sportifs qui sont enclins à vouloir suivre notamment des régimes low carbs, high fat, sont généralement plus à risque d'avoir ce genre de problématique. Mais on sait également que les sportifs qui consomment moins de 5 grammes de glucides par kilo de poids corporel sont également beaucoup plus à risque. On va avoir les notions de fatigue. Et bien sûr, ça peut être lié, il n'y a pas qu'une seule relation. D'autre part, on va voir aussi que, notamment, la perte en électrolytes, de certains types d'électrolytes, principalement le sodium et le potassium, sont également des facteurs de risque. Alors, est-ce qu'on peut prévenir notamment la crampe par l'alimentation? Oui, certainement, quand on a une alimentation suffisamment variée, diversifiée, quand on va avoir une hydratation optimale tant dans la vie de tous les jours qu'également pendant l'entraînement, avec d'une part les boissons mais également les aliments. On sait également que certains électrolytes, et dont je pense notamment au sodium et au potassium, peuvent nous aider effectivement. Attention également aux régimes parfois trop salés qui peuvent à ce moment-là, par contre, induire un autre trouble ou un autre problème. Qu'en est-il du magnésium? Alors le magnésium a longtemps été considéré comme la solution miracle pour pouvoir justement réduire cette problématique. En fait, actuellement, on se pose des questions et on pense que ce n'est pas la solution. On pense par contre effectivement que les sportifs généralement n'ont pas un apport suffisant en magnésium. Ils ont souvent des insuffisances d'apport en magnésium. Véronique vient de l'expliquer pourquoi. Et que d'autre part, on sait aussi que les sportifs qui sont généralement stressés, notamment, vont avoir tendance à éliminer par les urines une quantité importante de magnésium
magnésium. Mais par contre, donner du magnésium ne semble pas aider au moment de la crampe. Il y a par contre un aliment qui semble intéressant, c'est notamment la banane. La banane d'une part parce qu'elle permet d'apporter un apport en glucides, d'autre part un apport en potassium et un petit peu en magnésium. Et donc finalement la banane semble être intéressante avec de l'eau. Voilà la solution peut-être intéressante à avoir le long des terrains. Qu'en est-il maintenant des blessures? Les blessures, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut prévenir les blessures? Alors, au niveau diététique, il y a certains paramètres. J'insiste bien, prévenir certaines blessures, c'est quand même compliqué, parce qu'on ne sait jamais, lors d'un match, s'il va y avoir quelqu'un de blessé. Il est difficile au niveau de la déontologie et du design d'une étude de dire on va blesser quelqu'un et de voir si, parce qu'il a bien mangé, il sera blessé ou pas. Mais néanmoins, on sait que dans ce cadre-là, vous allez avoir notamment la gestion du sport. Donc, il va falloir travailler, bien sûr, avec les préparateurs physiques, de manière à adapter, faire la périodisation nutritionnelle dont on a parlé tout à l'heure, de gérer la notion de poids, parce qu'effectivement des pertes de poids rapides ou éventuellement des prises de masse grasse importantes vont induire plus de blessures, et d'autre part d'avoir ce bon équilibre alimentaire. Je ne vais pas revenir sur cette notion que Véronique vient d'expliquer. Suite à ça, on sait qu'effectivement, quand vous allez avoir ceci, mais il n'y a pas que l'alimentation, donc il n'y a pas que simplement des éléments positifs, vous pouvez aussi avoir effectivement des éléments qui vont induire une augmentation des risques de blessures. On sait par exemple que l'alcool, je vous l'ai dit, à partir de 2 verres induit plus de problématiques, notamment au niveau musculaire, mais on sait également que l'alcool va accentuer éventuellement des problèmes osseux. Et donc sur l'ostéogenèse, vous allez avoir un ralentissement de ce mécanisme quand vous avez une consommation supérieure à 2 verres d'alcool. Donc, important de vérifier tout cela. Alors, suite à ça, malheureusement, de temps en temps, les blessures nécessitent une opération. Et que va-t-il se passer quand il y a une opération? Bien sûr, vous allez avoir différents mécanismes qui vont apparaître. On va en parler, notamment l'inflammation, l'atrophie musculaire, la réparation. Qu'en est-il? Première chose, c'est que quand vous vous blessez, il va bien sûr y avoir une déchirure ou une atteinte, notamment au niveau musculaire, et cette atteinte musculaire va induire notamment un état d'inflammation important, avec notamment, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez, il y a pas mal d'élévations, notamment de la CRP, de facteurs inflammatoires, qui vont abîmer notamment les tissus qui sont déjà lésés. Que va-t-il se passer dans ce cadre-là? Eh bien, on sait aussi que généralement, les sportifs, quand ils sont blessés, et c'est un petit peu compréhensible, c'est que généralement, quand on est blessé, ils trouvent toujours ça injuste, ils ont tendance à être au repos forcé, alors que d'habitude ils sont plutôt sur le terrain, donc ils ont tendance à manger un petit peu plus. Mais on voit également que le fait d'être immobile va induire notamment une atrophie musculaire. Cette atrophie musculaire va être estimée aux alentours de 0,5 à 1% de perte de masse musculaire par jour d'immobilisation. Et d'autre part, ils ont tendance aussi à manger plus gras, manger des choses qu'ils n'ont pas l'occasion de manger d'habitude, parce qu'il n'y a pas la même restriction. En plus, au niveau psychologique, on sait qu'ils sont frustrés, donc ils auront tendance à grignoter beaucoup plus. Et là également, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une élévation de la prise de masse grasse, ce qui va être préjudiciable. D'un côté, perte de la masse musculaire, augmentation de la masse grasse, et quand ils vont revenir sur le terrain, généralement, cela va induire également un risque plus élevé de récidive, notamment des blessures, simplement parce qu'ils ne sont plus acclimatés ou adaptés à l'effort. Cette atrophie musculaire, bien entendu, elle peut être importante, et dans certains cas, notamment dans le ligament croisé antérieur, on voit qu'effectivement, ils peuvent perdre jusqu'à 5 kg à peu près de masse musculaire, et ce, à peu près en 8 semaines d'immobilisation. Donc, on va devoir jouer contre ça. Alors, on ne va pas analyser ici tout ce graphique, mais effectivement, que va-t-il se passer quand il y a justement une blessure? Il y a cette immobilisation, et vous voyez ici, notamment, Tipton a essayé de schématiser un petit peu les différents mécanismes qui font qu'il y a notamment une diminution de la synthèse musculaire protéique, une augmentation de la résistance anabolique, et notamment par rapport aux acides aminés. Tout cela va induire différents mécanismes délétères, mais également diminution de la force, diminution du fonctionnement du muscle, et ainsi de suite, et notamment une augmentation des risques métaboliques. Donc, dans ce cadre-là, dès le premier jour, on constate déjà cette atrophie, même si elle ne se remarquera pas, même si elle ne sera pas objectivée, mais on va avoir notamment cette résistance aux stimuli anaboliques, et là on en parlera un petit peu plus loin, et notamment vous avez aussi des réactions inflammatoires, hormonales qui vont aggraver cette situation.
Alors l'opération notamment, mais on voit que l'opération, c'est une blessure et cette réponse inflammatoire va néanmoins nécessiter une dépense énergétique un peu plus importante. Vous savez très bien que l'inflammation va élever la température locale et donc effectivement ces processus inflammatoires vont nécessiter beaucoup plus de glucides. Il y a vraiment une augmentation de la demande en glucides à ce moment-là, et donc vous avez besoin d'élever les apports énergétiques. Le problème, c'est que si vous élevez trop les apports énergétiques, vous risqueriez éventuellement de lui faire prendre plus de poids, avec une hyperglycémie qui ne serait pas non plus intéressante dans ce cadre-là. D'autres éléments, vous allez avoir cette réponse hormonale qui va induire, cette réponse hormonale qui va élever notamment les hormones qui vont induire un catabolisme et réduire notamment les hormones qui induisent justement cet anabolisme. Donc c'est quelque chose d'un mécanisme tout à fait normal. D'autre part, on va voir si ça fonctionne bien, voilà. Cette élévation du catabolisme musculaire est élevée, induisant cette perte de masse musculaire. On voit également qu'il va y avoir une altération au niveau notamment hépatique, avec une production plus importante sous forme de néoglycogénèse. Et donc dans ce cadre-là aussi, il y a une dégradation qui peut apparaître si on n'apporte pas suffisamment de glucides. Alors, est-ce que cette alimentation, si elle est adaptée, permet de réduire les effets? Eh bien oui, puisque c'est ce que nous avons fait avec Lukaku, puisqu'il sera là au prochain match. Enfin, on l'espère. Ça va? Donc, suite à ça, on voit bien que dès la période d'immobilisation, dès la période également de récupération, il va falloir viser l'ensemble de ces macro-micronutriments qui vont avoir un impact plus ou moins positif sur notamment ce catabolisme ou cet anabolisme. Autre élément, c'est que, comme on l'a dit, il y a une diminution normalement des besoins énergétiques puisque les sportifs à ce moment-là sont plutôt alités, seront dans leur fauteuil, ne pourront pas bouger, sauf si éventuellement nous avons affaire à des sportifs notamment qui ont des béquilles. On sait que dans ce cadre-là, il va falloir augmenter le métabolisme à de peu près 25%. Simplement, le fait de marcher en béquille nécessite une quantité d'énergie importante. On va voir également qu'il va falloir adapter donc la balance énergétique, donc bien vérifier la dépense énergétique et d'être en équation, c'est-à-dire pas trop pour éviter qu'ils prennent de la masse, pas trop peu pour éviter qu'ils fassent notamment une fonte musculaire plus importante. Et donc dans ce cadre-là, il faut bien vérifier l'ensemble des besoins énergétiques en macro-micronutriments. D'autre part, sur les besoins en protéines, vous voyez bien effectivement qu'il est essentiel de fournir des protéines à haute valeur biologique, des protéines notamment qui vont contenir ces fameux 9 acides aminés essentiels et notamment cette leucine. Alors la leucine, pour rappel, va être un marqueur important notamment dans la signalisation de la synthèse protéique, dans la célèbre voie mTOR. La voie mTOR, c'est celle qui va permettre justement de signaler et d'induire notamment une synthèse musculaire plus importante. La leucine est le meilleur élément pour signaler, mais attention, les sportifs qui vont prendre que de la leucine, et c'est malheureusement ce que l'on rencontre, avec parfois des produits qui contiennent 20-1-1, donc 20 fois plus de leucine que d'isoleucine ou de valine, eh bien le problème c'est que vous allez initier dans ce cadre-là effectivement une synthèse, mais le problème c'est que comme vous n'avez pas l'ensemble des acides aminés essentiels, vous allez induire plutôt un catabolisme à d'autres niveaux. Et donc dans ce cadre-là, il est toujours essentiel de fournir des acides aminés essentiels, mais sous forme alimentaire plus que sous forme de compléments alimentaires. Et toujours avec un apport glucidique également. Ça, je vais la passer. Est-ce qu'il faut d'autres choses? Oui, effectivement, on voit également que la vitamine C et la vitamine E, et Julien en avait parlé tout à l'heure, est quelque chose d'essentiel, notamment parce que ça permet de lutter notamment contre ce métabolisme oxydant aussi que l'on va rencontrer. Attention, les prises importantes de vitamine C sous forme de compléments, et surtout s'il y a plus de 200 mg de vitamine C, vont induire éventuellement un déséquilibre dans la cascade antioxydante. Il faut absolument qu'il y ait un bon équilibre entre la vitamine E, la vitamine C, le glutathion peroxydase, et ainsi de suite. Si vous ne le faites pas, vous risqueriez d'augmenter notamment des mécanismes pro-oxydants qui seraient dans ce cadre-ci délétères dans la récupération. Donc, faut-il de la créatine? Oui, on pense effectivement que la créatine peut être intéressante, mais effectivement à des doses de 3 à 5 grammes, pas plus. Donc on évite dans ce cadre-là les charges, notamment de 20 grammes que l'on peut rencontrer parfois dans les premiers jours. Ici, 3 à 5 grammes, simplement pour maintenir un capital musculaire, maintenir éventuellement ce mécanisme d'anabolisme protéique, en sachant qu'il sera nettement moins efficace que chez le sportif entraîné. L'autre élément, c'est que
On peut penser également à la vitamine D. On sait effectivement que la vitamine D peut induire notamment un déficit musculaire. Et dans ce cadre-là, chez le sportif qui va rester au repos chez lui à la maison, on pensera certainement à avoir une alimentation riche en vitamine D, mais c'est jamais suffisant, surtout en période hivernale. Donc on pense absolument à lui donner des apports en vitamine D. De l'ordre normalement de 2000 unités par jour devrait être suffisant pour pouvoir combler ce manque. Est-ce qu'il faut d'autres choses? Eh bien, voici aussi, toujours dans la philosophie Food First, quelque chose qui semble intéressant. C'est ce fameux dessert qu'on appelle une gelée aux fruits rouges. Et pourquoi cette gelée aux fruits rouges? Parce que cette gelée aux fruits rouges va d'une part apporter des fruits rouges qui seront riches en vitamine C, riches en polyphénol, notamment tous ces éléments colorants qui sont intéressants dans le mécanisme notamment antioxydant, de resynthèse notamment musculaire et d'autres. Et l'autre élément, vous avez la gélatine. Alors pourquoi cette gélatine? Parce qu'il y a pour l'instant un grand débat sur l'utilité notamment du collagène. Alors le collagène, c'est quoi? C'est un élément qui intervient effectivement dans la synthèse musculaire. On sait que 40% à peu près du muscle est constitué de collagène. Alors qu'on peut se poser la question aussi, mais le collagène, comment pouvoir l'augmenter quand on a eu justement une blessure, que ce soit un muscle, un tendon ou autre? Eh bien, dans ce cadre-là, on peut se poser la question, est-ce que si je mange, moi, du collagène sous forme de gélatine, est-ce que ça me permet effectivement d'améliorer la synthèse musculaire? Alors, le problème, c'est que certains vont dire, mais le coefficient d'utilisation protéique de la gélatine est très faible, parce qu'effectivement, il ne contient pas tous les acides aminés essentiels, il contiendra principalement de la proline, de l'hydroxyproline et de la glycine. Ce sont des acides aminés qui ne sont pas essentiels, mais par contre qui représentent une grande majorité des acides aminés contenus dans le collagène musculaire, tendineux et ligamentaire. Est-ce que si je le donne avant l'effort ou à l'effort, est-ce que c'est intéressant? Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de consensus, mais on pense effectivement que donner l'équivalent de 10 à 15 grammes de gélatine 1 heure avant l'effort permettrait effectivement d'améliorer la pénétration de ces acides aminés, que je répète, proline, hydroxyproline et glycine, au sein notamment des tendons, du muscle. Surtout, je pense aux tendons, aux ligaments qui sont très peu innervés et alimentés notamment de circulation sanguine. Et dans ce cadre-là, si je le donne 1 heure avant, la sollicitation notamment, et ça a été souvent démontré notamment sur les problèmes de tendinite achilléenne, dans ce cadre-là, permettent effectivement d'avoir une meilleure pénétration de ces acides aminés dans la cellule, dans le tendon. Est-ce que finalement il faut en donner? Mais pour l'instant, je vous dis, il n'y a pas de consensus. Il faudra peut-être attendre. Et il y a quelques études en cours actuellement pour voir effectivement cette utilité. On pense que 10 à 15 grammes devraient être suffisants, combinés avec les vitamines C, mais dans quelques années, on pourra vous en parler plus amplement. Alors, suite à ça, la réathlétisation, mais on arrive dans un schéma différent, c'est-à-dire que par rapport à ce que Tipton avait proposé, eh bien, on arrive maintenant dans des situations où, à force d'avoir une bonne alimentation et une bonne activité physique, on va induire tous les mécanismes de resynthèse, notamment du muscle, de différents segments du muscle, pour augmenter cette force, augmenter la fonction et donc également de réduire les aspects métaboliques. Donc dans ce cadre-là, que va-t-il se passer? Il faut absolument que ce soit un travail interdisciplinaire, et donc là, j'insiste bien, le diététicien n'est pas tout seul, il y a bien sûr le médecin, il y a le préparateur physique, il y a l'entraîneur, il y a toutes les personnes qui vont gravir autour. On doit discuter de savoir comment on va remettre le sportif sur le terrain, comment le réathlétiser correctement. En fonction de cela, en fonction justement de ce que l'entraîneur va me dire ou le préparateur physique, mais est-ce que je vais augmenter les apports en protéines? Est-ce que je vais apporter plus de glucides? Comment je vais rééquilibrer son alimentation? Comment on va permettre notamment d'avoir des équilibres notamment musculaires adaptés et ainsi de suite. Et donc dans ce cadre-là, cela va dépendre bien sûr du travail, du calcul des dépenses, des adaptations des collations, de manière à avoir cette prévention de l'hypoglycémie, de la déshydratation et de la synthèse musculaire. On va pouvoir à ce moment-là également refaire notamment tout ce qui est composition corporelle, notamment on connaît généralement chez le sportif blessé certainement sa composition corporelle. On va veiller régulièrement à prendre au moins les notions de poids, de poids en tout cas, mais on pourra refaire notamment une DEXA, des plis cutanés, ce genre de choses. On va estimer à nouveau son métabolisme de repos de base, la dépense énergétique, refaire un plan alimentaire, veiller à ce qu'il ait bien tout ce dont il a besoin,
Attention, je reviens sur l'alcool. Attention aussi, j'ai oublié de le dire, que généralement les sportifs, quand ils sont au repos, ont généralement beaucoup plus de problèmes de constipation. Donc il est nécessaire pour nous d'augmenter les fibres, notamment solubles, de manière à favoriser un transit intestinal correct. Et ce qui est intéressant aussi, il y a quelques éléments pour l'instant qui sont en train de sortir dans la littérature, notamment l'intérêt des probiotiques chez le sportif blessé, de manière à favoriser justement un bon microbiote intestinal. Et si on a un bon microbiote intestinal, on devrait normalement réduire les mécanismes inflammatoires chez le sportif. Et donc là, voici des schémas que l'on va pouvoir utiliser en réathlétisation en début de phase. Si on a plutôt, on est face à un sportif qui a plutôt une filière endurance ou une filière d'hypertrophie musculaire, on va adapter les besoins différemment. Pour ça, on pourra mettre des collations. Je ne vais pas revenir sur les collations, ça a déjà été longuement, on a déjà longtemps insisté. Bien sûr, on peut mettre des biscuits secs, bien sûr, on peut mettre des fruits, bien sûr, on peut mettre des produits laitiers, et notamment le lait chocolaté avec une banane est souvent une très bonne collation que les sportifs chez nous apprécient beaucoup. Et donc, suite à ça, on revient sur le terrain. Et donc, bien entendu, à ce moment-là, on va proposer simplement les règles alimentaires que j'ai proposées tout à l'heure sur l'alimentation du joueur de foot en pleine compétition, de manière à ce qu'il puisse reprendre le plus rapidement sa place sur le terrain. En conclusion, mais que ce soit des crampes, des blessures ou éventuellement même des blessures plus graves telles que les ligaments croisés antérieurs, mais on voit bien qu'il y a une certaine importance de l'alimentation. Il va falloir définir notamment les besoins spécifiques et puis faire attention au niveau de preuve parce que effectivement dans les grandes surfaces, dans les magasins, les parapharmacies, il y a plein d'éléments, plein de produits qui vous permettent de vous réparer rapidement. Le niveau de preuve étant très faible, également parfois la présence des nutriments actifs ne sont pas du tout adaptés ou pas spécialement en quantité suffisante. Donc faites attention à ça. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il quelques questions pour terminer? Là-bas, tout en haut. Bonjour, moi j'ai juste une petite question au niveau de la créatine. Vous la conseillerez pendant combien de temps, 3 à 5 grammes, après l'opération des ligaments croisés? Est-ce que vous conseillez un complément alimentaire ou juste dire aux patients on peut la retrouver dans tel ou tel aliment à cette hauteur-là? Alors, comme Julien l'a dit tout à l'heure, oui, c'est Julien, je pense, qu'il a dit tout à l'heure par rapport à la créatine sous forme alimentaire, c'est quand même difficile de l'avoir de manière journalière. Donc, dans ce cadre-là, dans la revalidation notamment de ces blessés, on va prévoir généralement 3 à 5 grammes, mais pendant une période d'au moins 8 à 12 semaines. Ça va ? Par contre, on n'est pas plus long que 12 semaines. Il faut savoir que généralement, après 12 semaines, il y a un manque d'efficacité ou de production notamment de cette créatine ou d'utilisation de la créatine. Donc, il vaut mieux faire à ce moment-là à nouveau une pause et réintégrer la créatine éventuellement plus tard. Ok, merci beaucoup.